c'est le premier. C'est le Et premier. pour vous, c'est le premier. Le dernier. Je ne vous cache pas qu'il y a une certaine euphorie qui est en train de monter. Vous connaissez les uns les autres, oui? Tous? On ne s'est jamais rencontrés. Non. Non? Sinon, On est Ronan un Mathias peu et Juliette. Juliette. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, échange de bons procédés. C'est off, hein, c'est off. Non, non, ça c'est plus à la caméra. Hein. Je vous donnerai la mienne aussi. Moi, je l'ai. Enfin, j'ai compris. On est en visio. Toujours pas. Ah si, c'est bon. Toujours au cœur du SIA 2024, 60e édition, et on cultive nos échanges encore et toujours. On va parler AGTech dans cette table ronde, AGTech ou AgriTech. Il s'agit d'un terme qui regroupe l'ensemble des technologies digitales et innovantes appliquées à l'agriculture et à l'élevage. Son objectif principal, c'est d'améliorer la performance, évidemment, la durabilité et la rentabilité du secteur agricole. Ces domaines d'intervention, on s'en doute, sont multiples. Production agricole, élevage, gestion agricole, logistique et distribution. Alors, l'AGTech est-elle la réponse aux défis de l'agriculture de demain? Eh bien, retour d'expérience et perspective sur ce plateau avec les coopératives de l'AGTech tout de suite. Et je vous présente mes invités sans plus tarder. Juliette Grimont, Business Development Manager pour Ferme Leader. À vos côtés, Ronan Lecabec, responsable des partenariats chez Wanaka. À côté, Mathias Sex, directeur agronomie et développement groupe coopératif pour EMC2. Et à mes côtés, Jean-Pierre Planquet, directeur général et fondateur de Green Shield. Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde. Juliette, ma première question, elle est pour vous. Ferme Leader, c'est la porte d'entrée innovation de chez InVivo. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter l'offre sur laquelle vous travaillez? Oui, tout à fait. Donc effectivement, vous l'avez dit, Ferme Leader, c'est la porte d'entrée de l'innovation pour le groupe InVivo. L'idée, effectivement, c'est on a un rôle qui est assez double. On a une casquette qui est vraiment pour le groupe d'avoir, de structurer une forme de veille et d'informer un peu ce qui se passe en termes d'innovation sur le marché pour répondre à des besoins internes. Et ensuite, on a effectivement ce besoin, on répond à un besoin effectivement des entreprises AgTech, des entreprises qui ont effectivement de l'innovation dans le domaine agricole, de rejoindre le champ, d'aller justement effectivement jusque dans les coopératives auprès des agriculteurs. Et donc effectivement, on met en place des programmes pour que ces entreprises puissent tester leurs solutions, leurs technos dans les conditions réelles et avoir des retours utilisateurs. Combien de startups Pardon, je vous ai coupé. Non. Poursuivez. Mais combien de startups vous accompagnez chaque année? Alors une quinzaine, je dirais, par année. Donc ça varie effectivement parce qu'on a des projets qui peuvent être plus ou moins longs. Mais je dirais une quinzaine de projets par an à peu près. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur la nouvelle offre, l'accélérateur? Oui, tout à fait. Donc effectivement, là, on parle de ce rôle de veille, de ce rôle d'accompagner les entreprises. On a décidé cette année d'aller un petit peu plus loin, de proposer l'accélérateur InVivo. Voilà, on avait une vraie volonté d'aller chercher des entreprises, d'accompagner des entreprises un peu plus loin, donc des entreprises françaises, mais aussi bien des entreprises internationales, de travailler aux côtés effectivement des coopératives de notre réseau aussi, de répondre à des besoins terrain. Et donc du coup, on a lancé en décembre dernier un accélérateur, donc appel à candidature, qui s'est clôturé la semaine dernière. Et donc là, on a un vivier d'entreprises qui ont candidaté. Et l'idée, effectivement, il va y avoir un jury qui va dans les prochaines semaines qui aura lieu. L'idée, c'est effectivement de sélectionner entre 4 et 6 entreprises qui ont des profils différents et qui répondent à des enjeux effectivement ciblés en interne et par nos coopératives, les coopératives de notre réseau. Et donc de les accompagner aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue commercial et de les aider à se déployer de façon pérenne sur le marché français. Oui, parce que vous l'avez dit, vous accompagnez aussi bien sur le plan développement commercial que sur la validation technique par les utilisateurs, c'est ça?
Tout à fait, effectivement, et Mathias pourra en parler un petit peu plus, effectivement, mais voilà, l'idée, c'est vraiment, il ne faut pas perdre d'idée que pour répondre à des enjeux agricoles, il faut être sur le terrain, et donc du coup, nous, on est vraiment ce lien entre les technologies et le terrain, et donc voilà. Ronan, je voudrais qu'on vous entende à présent. Présentez-nous Wanaka. Qu'est-ce que c'est Wanaka ? Eh bien, Wanaka, c'est une société indépendante française qui développe et distribue des solutions aux acteurs du monde agricole. Notre métier, il consiste à accompagner les distributeurs, en l'occurrence les coopératives, au travers de partenariats solides pour apporter nos solutions aux agriculteurs. Notre métier, il consiste à mieux positionner les actions au champ, à adapter les pratiques culturelles en fonction des besoins réels et immédiats de la plante. Pour cela, nous collectons massivement des données issues de la télédétection. Ces données alimentent des logiciels qui fournissent des conseils en termes de fertilisation azotée afin de mieux cibler les actions au champ et positionner la bonne dose au bon endroit, au bon moment, pour aller optimiser un potentiel de rendement réellement accessible et se dédouaner un petit peu des schémas systématiques qui malheureusement sont encore bien trop nombreux. En quelques chiffres, Wanaka, c'est 11 années d'expérience au profit de la distribution agricole française. On fêtera par ailleurs notre 11e anniversaire très prochainement. C'est un réseau de 120 distributeurs partenaires sur le territoire et 350 000 hectares réalisés sur la campagne précédente, ce qui représente une part importante des surfaces agricoles passées au crible de la télédétection. Pour terminer, j'aimerais vous dire qu'on développe également nos solutions à l'international, où on exporte nos services au travers de différents pays tels que l'Italie, le UK, la Roumanie, ce qui est de très bon augure pour la suite. Alors, quid de la genèse de ce partenariat avec Bioline ? Comment ça a démarré et pourquoi ? Eh bien, écoutez, pour vous partager un petit peu notre expérience au sein du programme Ferme Leader, nous avons pu travailler sur une offre de pilotage et de modulation de la fertilisation azotée à partir des données à partir des données potentielles de sol réalisées par l'approche BIAPI. L'intérêt de travailler sur ce service est de proposer à nos distributeurs communs et à venir une solution où l'on va plus loin dans le service de manière à préconiser des besoins réels, sol, plantes, à partir des données et des méthodologies que réalise BIAPI et l'entité Wanaka. Pour ça, Ferme Leader a proposé de comparer cette performance technique et les résultats ont été très positifs. On a présenté ces résultats à l'occasion des Open Field en juin dernier à l'écosystème agricole français. Et dans un second temps, ce travail de Ferme Leader, de Wanaka et de BIAPI a conclu sur un partenariat exclusif où à terme, nous envisageons de proposer les services à l'intégralité de la distribution agricole française pour, in fine, démocratiser ces pratiques aux agriculteurs. Donc on remercie aujourd'hui Ferme Leader encore, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Ce partenariat, qu'est-ce qui vous apporte une expertise plus précise, c'est ça ? Tout à fait, une expertise précise, un savoir-faire et puis surtout le recul et la crédibilité du réseau Ferme Leader. Mathias, même punition. Présentez-nous la coopérative EMC2. Alors, la coopérative EMC2, c'est une des coopératives adhérentes d'Invivo et de Ferme Leader. On y participe activement depuis les débuts, mais j'y reviendrai après. EMC2, on est situé dans la région Grand Est. On a 3000 adhérents. C'est multimétier, mais principalement, on collecte les céréales, à peu près 1 million de tonnes, et des bovins, 80 000 bovins. Au niveau de l'innovation, peut-être ? Oui, l'innovation, ça passe par quoi chez vous ? Alors, l'innovation, c'est vraiment dans la feuille de route de la coopérative, aux côtés de la proximité. On a 70 techniciens de terrain. Et puis, la rentabilité. On travaille pour accompagner nos adhérents dans une agriculture agroécologique rentable, puisque sans rentabilité, elle n'est pas pérenne. Alors, comment vous avez rencontré le réseau Ferme Leader et puis sur quoi vous travaillez ensemble? Si vous pouvez nous donner des exemples concrets. Alors, moi déjà, j'ai une équipe de 20 ingénieurs et techniciens. C'est un effort important au niveau de la coopérative. Et on accompagne nos adhérents, notamment dans des projets innovants. On a une quinzaine de groupes d'agriculteurs plus moteurs.
on a rencontré du coup assez naturellement Ferme Leader dans les années, il y a déjà, en 2018, c'était un peu la création. Depuis, Ferme Leader foisonne vraiment d'idées et de projets. Si je prends juste l'année 2023, parce qu'on en a fait beaucoup, on a déjà un agriculteur qui a été, c'est l'ancien président de la commission innovation, qui a eu le trophée de l'agriculture innovante grâce à tout son travail avec des objets connectés, et notamment BIAPI aussi, c'est la modulation intraparcellaire dont on a parlé. Des projets dans quel domaine, je crois, biodiversité, santé des sols, tout ça? Alors, santé des sols, un des avantages de Ferme Leader, c'est qu'on a pu par exemple tester 9 outils. Alors, Ferme Leader a testé 9 outils et mutualise justement entre les différents agriculteurs des différentes COP. Nous, on a pu en tester 2. Donc c'est vraiment fertilité, santé des sols. Le bas carbone, on a beaucoup de projets où on teste des bio-intrants, on teste le bas carbone, c'est l'agriculture qui permet d'émettre moins tout en ayant une meilleure efficience de l'azote et stocker le carbone. Donc il y a des outils comme ça. C'est un peu le leitmotiv de cette édition, hein, le bas carbone. Exactement. Alors justement, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de projets où il y a l'AgTech dedans et on peut comme ça les tester. Même question, Caronan, qu'est-ce que ça vous apporte ce partenariat avec Ferme Leader? Déjà la veille que peut faire Ferme Leader, donc on est sûr de rien louper. La mutualisation, la capacité. En fait, c'est aussi les agriculteurs qui remontent leurs attentes et qui vont pouvoir choisir dans différents projets de la méthodologie. Et puis vraiment le retour qu'on va mutualiser entre différentes coopératives et au niveau des agriculteurs. C'est l'animation d'un réseau. Et le projet, c'était 1000 fermes numériques. On en a déjà pas mal. Oui, s'appuyer sur un réseau, c'est important aujourd'hui. Oui, on travaille beaucoup en fait en réseau, même si on suit 1500 micro-parcelles d'essais à la COP. On est dans beaucoup de réseaux. Et grâce à Ferme Leader, c'est un réseau de coopératives vraiment qui va vers l'innovation. Qui fonctionne. Merci beaucoup Mathias. Jean-Pierre, pareil, Green Shield, qu'est-ce que c'est? Présentez-nous votre activité. Donc Green Shield, notre mission est d'apporter des solutions pour sécuriser la transition des pratiques vers des pratiques de lutte durable contre les maladies. Donc on dit autrement, comment sortir de la chimie en maîtrisant le risque sanitaire. Ça s'appuie sur 2 piliers. Il y a un premier pilier qui consiste à développer des composants technologiques pour faire de l'analyse des parcelles et se dire quel est le niveau de maladie qu'on observe à un instant T. Donc ça, c'est un pilier qui s'appuie sur de l'expertise en matière d'intelligence artificielle et de technologie. Et il y a un deuxième pilier, une fois qu'on a en gros une perception d'une maîtrise de risque sanitaire dans une parcelle, on développe des modèles de mathématiques en fait, pour optimiser les prédictions d'évolution des maladies, comment optimiser les agendas de traitement au regard d'un risque sanitaire, et troisièmement, comment aussi optimiser les stratégies de pulvérisation. Donc en gros, prédiction des maladies, j'optimise l'agenda de traitement et j'optimise la manière de pulvériser. Donc il y a 2 piliers. Cette partie-là, la seconde, c'est les maths, beaucoup de maths, et la première, c'est beaucoup d'IA et technologie. Tout ça au service de l'agronomie. Et en quoi ce rapprochement, ce partenariat avec Ferme Leader vous est utile aujourd'hui? Déjà, on s'est connus parce qu'on se connaissait déjà dans InVivo et Bioline, parce qu'il se trouve qu'on est déjà partenaire de Bioline à travers la filiale Agrinovex. C'est qu'on a remporté un appel à projet important de la BPI, et Agrinovex, filiale de Bioline, fait partie de notre consortium. Donc on se connaît comme ça à travers Olivier Descroisettes, qui a aussi un rôle important, je pense, au niveau de Ferme Leader. Et nous, on est arrivé sur le marché, en fait, on est sur le marché depuis 1 an maintenant, avec la viticulture en priorité. Et on s'est dit, on a exposé, on aimerait, comment dirais-je, que nos solutions, notre offre soit qualifiée. Est-ce qu'on a un bon positionnement? Voilà. Et donc Olivier nous a dit, il faut voir ça avec Ferme Leader. Et donc on s'est rapproché de Ferme Leader en 22, au moment où on construisait notre offre. Et pour être sûr d'être en adéquation. Oui, c'est récent, c'est récent. C'est récent. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça vous a apporté quoi dans votre activité, ce partenariat? Alors dans une boîte comme nous, qui sont quand même au début de notre développement, pouvoir travailler avec InVivo global, c'est pas rien. Voilà. Donc il y a du potentiel. Et nous, ça venait compléter aussi ce qu'on fait dans l'appel, dans le programme que j'évoquais tout à l'heure. On est plutôt sur les grandes cultures, donc là, ça nous permet de travailler avec InVivo sur la viticulture.
Après, c'est vraiment l'adéquation de l'offre. C'était vraiment se dire, est-ce qu'on ne se trompe pas parce que la viticulture est extrêmement complexe. En gros, les grands châteaux, les maisons de cognac, champagne, c'est pas les mêmes besoins que les coopératives. Et selon la taille des coopératives, c'est pas les mêmes besoins. Et les régions. Et donc, ouais. Oui, les régions, absolument. Et donc, l'intérêt de Ferme Leader, c'est d'arriver à calibrer cette offre. Et donc, on travaille avec une coopérative qui se trouve un peu à la frontière entre la Gironde et la Dordogne. Et on a fait une première saison en 23 et on va continuer cette saison. Question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre. 2 questions. À votre avis, quels sont les grands défis liés à l'adoption de l'AGTEC aujourd'hui? On démarre avec vous, Juliette. Vaste question. Je sais, on n'a pas 4 heures. Du coup, les défis, est-ce que vous pouvez reformuler? Quels sont les défis qui sont liés à l'adoption de l'AGTEC aujourd'hui? Défis, puis après on parlera des enjeux peut-être. Ouais. Je sais pas, je dirais effectivement les défis aujourd'hui, c'est un peu potentiellement la place qu'a pris Ferme Leader, c'est ce lien entre effectivement des vrais besoins de terrain et effectivement des entreprises qui ont tout un tas de propositions et de valeurs, et effectivement parfois c'est un manque d'adéquation entre ces deux-là. Donc encore une fois, nous je mets peut-être un peu en avant le rôle de Ferme Leader, qui est vraiment de créer cette adéquation entre effectivement un besoin de terrain et une réalité d'innovation. Oui. Ronan, est-ce que ça peut être parfois un coût d'investissement initial qui peut bloquer? Bah écoutez, est-ce que c'est un coût d'investissement initial quand on voit le résultat du travail que nous avons mené sur cette dernière période au sein de Ferme Leader, je pense que c'est un investissement qui en vaut le coup. Les retombées, on est actuellement en train on génère actuellement du chiffre d'affaires grâce à cet investissement, oui. Pour vous parler très clairement, aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de coopératives majeures au sein du territoire français qui sont prescripteurs de nos solutions qu'on a pu travailler au sein de Ferme Leader avec l'aide de BIAPI. Donc l'investissement en vaut clairement le coup, oui, et les retombées seront à terme grandioses. Il y a de l'investissement, mais il y a un retour sur investissement. Mathias, on parle parfois de manque de compétences et d'expertise, voire de difficultés d'intégration avec les systèmes existants. Est-ce que ça peut être un frein ou l'un des défis? Alors oui, c'est parfois compliqué de faire communiquer tous les outils ensemble. Après, il n'y a pas de problème au niveau des agriculteurs et de leurs compétences et de leur appétence à utiliser l'AGTEC. Là-dessus, on a pu le tester. Ils sont friands, ils n'ont pas de soucis. D'ailleurs, souvent, c'est assez ergonomique ou assez facile d'accès. Après, un gros défi, et notamment en grande culture, je ne parlerai pas pour la vigne ou d'autres filières, mais c'est la performance économique, en fait. C'est la valeur ajoutée qu'on va réussir à créer et la rentabilité pour l'agriculteur. On a plusieurs projets comme ça, et l'avantage avec Ferme Leader, c'est qu'on va au bout et on aide aussi les startups ou les entreprises à affiner le modèle économique. Mais il y a un moment en grande culture, en fait, c'est assez ingrat, c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre ou de possibilités en fait, à l'hectare. Hein. C'est vraiment très serré. C'est un risque voilà, à prendre. On a des fois des outils qui sont fantastiques. Ouais. On a testé une station pour gérer l'azote, on a testé des pièges connectés, on a testé des choses qui font rêver nos adhérents. Qui était facile d'utilisation, mais par contre, on n'a pas trouvé la rentabilité économique, quoi. Ouais. Jean-Pierre, est-ce qu'on parle aussi de résistance au changement, de freins culturels, voire de questions d'éthique? Oui. Donc en fait, ça tombe. C'est intéressant comme question. En fait, nous, on s'attache vraiment à trouver quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter par rapport à des gens qui ont des pratiques ancestrales, je veux dire, et qui ont eu des habitudes. Donc, il faut trouver le chemin pour montrer sa valeur ajoutée sans être disruptif. Donc en fait, on est disruptif parce qu'on est innovant, mais comment faire que notre innovation rentre sans désorganiser vraiment l'itinéraire? Voilà, donc ça veut dire que l'on travaille, c'est de la science, mais aussi sur l'appropriation. Il faut que ce soit sympa, il faut que ça facilite le dialogue entre, j'allais dire, le monde agricole et ses conseillers. Donc il faut vraiment rentrer, je veux dire, de manière la plus simple et la plus humble possible, à des prix abordables. Parce qu'il y a des problèmes de modèle économique un peu partout, effectivement. Mais c'est surtout bien comprendre où on apporte une valeur ajoutée. Et l'autre point, vraiment, je voulais insister, c'est que nous, on veut vraiment être vus comme des gens qui faisons de l'agronomie. Je pense que si on est la tech pour la tech, c'est difficile. Si on parle vraiment le métier, la tech vient tout seul.
Voilà, parce qu'elle est en adéquation vraiment avec le besoin. Il y a une notion dont on n'a pas du tout parlé, c'est la cybersécurité. Est-ce que c'est une notion que vous prenez en compte les uns et les autres aujourd'hui dans l'adoption de la tech? Au-delà de la cyber, nous, c'est plus la question de la propriété de la donnée. Voilà, qu'on sent monter aussi dans le monde agricole. Alors peut-être l'étape d'après sera la cyber, mais déjà à qui appartient la donnée et être toujours transparent sur l'usage de la donnée. Mathias? Alors, la donnée, bon, c'est une chose, mais vous savez, de la donnée brute, si on n'en fait rien, en fait, quelque part, elle n'a pas de valeur et elle est vite obsolète. Après, ce qui est vraiment important, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter en traitant la donnée. Et donc, même pour un agriculteur, ces données, elles sont intéressantes si il peut en tirer quelque chose et à s'améliorer dans ses pratiques. On a parlé des défis. Quels sont les enjeux maintenant? Ce sera ma question de fin à tous les quatre. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui de votre regard à tous les quatre d'experts? Moi, je vais prendre un exemple. On a parlé plusieurs fois de BIAPI, donc la modulation intraparcellaire. Là, l'AGTech nous a vraiment permis de valoriser alors à la fois des capteurs au départ, de l'agronomie. On part vraiment d'un diagnostic agronomique fin. Et ensuite, c'est parce que les outils communiquent, les outils sur les tracteurs qui permettent d'avoir une carte de modulation intraparcellaire et on fait plus à la main, etc. Et donc, au final, on va apporter de la rentabilité à l'agriculteur tout en satisfaisant les attentes des citoyens. On protège l'environnement, on ne gaspille pas. Et là, on voit que l'enjeu, à la fois d'avoir la rentabilité et de satisfaire des attentes citoyennes, qui sont protéger l'environnement, la biodiversité, là, on y arrive grâce à la chaîne et à la GTech. Juliette, Ronan, selon vous, les enjeux aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue? Oui, je rejoins effectivement un peu Mathias sur les enjeux. Effectivement, c'est répondre aussi bien à effectivement des enjeux citoyens, on va dire, et aussi bien évoluer en même temps, aider l'agriculteur à évoluer dans son métier, à lui apporter effectivement des nouvelles ressources économiques ou l'alléger dans son travail ou faire effectivement que les pratiques évoluent pour faire que ce métier soit un métier qui s'inscrive dans le temps et qui ait demain encore des agriculteurs et de nouveaux agriculteurs qui sont passionnés, quoi. Ronan? Effectivement, on voit qu'on a tout un tas d'entités qui arrivent à amasser de la donnée, à travailler dans différents domaines, dans différents secteurs. On le voit que lorsqu'on met des partenariats en face, on arrive à aller plus loin en termes de performance technique, agronomique, donc économique. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de rendre accessible chaque performance technique créée par chacun pour mettre au profit des agriculteurs et aller demain performer et optimiser ce qui est déjà en place aujourd'hui. Et aller vers cette troisième voie de l'agriculture. Oui, Jean-Pierre, allez-y, je vous en prie. Oui, non, c'est juste pour compléter aussi, je pense qu'on est plusieurs à le dire, c'est l'importance de la donnée agronomique. Voilà, et ça, c'est le fondement, la donnée, la maîtrise de la donnée, la qualité de la donnée. Et nous, ce qu'on ressent profondément, avec la chimie qui s'en va petit à petit, même si le processus est lancé, nous, on attache beaucoup d'importance on voit qu'il devient important de retrouver le sens de l'observation. Donc le sens de l'observation, la nécessité d'expérimenter. La chimie, vous cachez les choses, en fait. Donc maintenant que la chimie s'en va, donc il faut de nouveau... et de démontrer par la preuve. Oui, et démontrer par la preuve, expérimenter, et de nouveau observer, avoir le goût de l'agronomie. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment un fondamental. Mathias, un dernier message? L'enjeu, effectivement, avec toutes ces données, c'est grâce à la tech en fait, qu'on arrive à les exploiter en temps réel et à les valoriser, quoi. Merci en tous les cas à tous les quatre pour votre expertise sur ce dernier plateau. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente poursuite du SIA encore tout le week-end. Très belle journée. À bientôt. Merci.